écrit par Greg Cayes, The Elder Scrolls, la Cité Infernale, chapitre 5. Anaïg avait envisagé de fuir lorsqu'ils arriveraient au bateau, mais les brutes embauchées par son père, ainsi sans doute que son argent, parurent convaincre le capitaine. Un argonien tellement vieux que certaines de ses écailles étaient devenues transparentes. Elle fut installée avec ses affaires dans une petite cabine qu'on aurait facilement pu comparer à un placard. La porte fut barrée de l'extérieur, après qu'on lui eut promis qu'elle serait libre de se déplacer dans le navire une fois à quelques miles des terres. Cela ne l'empêcha évidemment pas d'essayer de trouver une voie de sortie. La petite écoutille ne lui servirait à rien, dans la mesure où elle était incapable de se changer en chat ou en furet. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais elle se trouvait à l'opposé des quais, si bien que personne ne pouvait l'entendre au milieu des bruits du port. Elle ne trouva aucun moyen de passer la porte, et si quelqu'un avait construit un quelconque panneau ou passage secret dans la paroi, elle n'avait apparemment pas le talent nécessaire pour les trouver. Il ne lui restait plus qu'à pleurer, ce qu'elle fit avant d'avoir terminé ses recherches. Ses larmes étaient de colère, de chagrin et de terreur mêlées. Son père n'aurait jamais envisagé de la traiter ainsi s'il n'avait pas été persuadé que le fait de rester signifiait la mort. Alors pourquoi avait-il décidé de rester et de mourir? Pourquoi lui disposait-il de ce choix et pas elle? Enfin calmée, elle réalisa que quelqu'un répétait son nom. Elle examina la porte et la fenêtre, mais le bruit était étrange. À peine perceptible. Puis elle se souvint et se sentit vraiment bête. Elle retira son pendentif et l'ouvrit pour y trouver le visage familier de Glim. Il avait la bouche entr'ouverte et ses dents étaient visibles, signe de son agitation. « Glim » souffla-t-elle. « Où es-tu » voulut-il savoir. « Je suis sur un bateau. »« Tu as vu son nom ?» Le Tsonachap, grenouille nageuse. La tête de Glim se tourna d'un côté puis de l'autre. « Je le vois, » finit-il par dire. « Il se prépare à larguer les amarres. »« Je suis dans une petite cabine près de la proue, » lui dit-elle. « Il y a un corridor de quelques mètres. » Elle s'interrompit et se mordit la lèvre. « Glim, n'essaye pas. Je crois qu'il va se passer quelque chose de terrible. Si tu essayes de me sortir d'ici, tu te feras prendre. Quitte l'île Motte, éloigne-toi aussi loin et aussi vite que tu pourras. » Glim cligna lentement des paupières. « Je vais fermer l'oiseau et le ranger, » dit-il. « Glim !» Mais l'image disparut. Anaïg soupira puis referma le pendentif et ferma les yeux. Elle se sentait fatiguée, affamée, éreintée. Glim allait venir, n'est-ce pas? Durant la première heure, elle attendit avec anxiété en se tenant prête à agir. Mais elle sentit bientôt le navire qui se mettait en branle. Elle regarda par les fenêtres et vit s'éloigner les lanternes sur le quai. « Kshut » jura-t-elle. « Waksuti Kaok » Mais les lumières indifférentes à ces exclamations continuèrent de diminuer jusqu'à disparaître. Anaïg ouvrit le pendentif, mais aucune image n'apparut. Elle le porta à son oreille, sans rien entendre non plus. Glim avait-il écouté son conseil, ou bien avait-il été capturé, blessé et assassiné? Dans le tourbillon des pensées de la jeune femme, il était tout cela à la fois. Glim avait un bras tranché, Glim décapité, Glim enchaîné sur le point d'être projeté par-dessus bord. Un bruit retentit à la porte et le cœur d'Anaïg fit littéralement un bond dans sa poitrine. Elle avait toujours cru que ce n'était qu'une expression. Elle avait tort. La jeune femme se redressa en serrant les poings, dont elle ne savait pas vraiment se servir, et attendit. La porte s'ouvrit et un museau apparut, surmonté de grands yeux reptiliens profondément enfoncés dans leurs orbites ridées. « Capitaine »
dit Anaïg d'une voix aussi glaciale que possible. Nous sommes au large, grinça-t-il. Ne faites pas de folie en tentant de repartir à la nage. Vous n'y arriveriez pas, surtout avec les drakes de mer dans le coin. Il baissa les yeux vers les poings crispés de la jeune fille et montra ses griffes en secouant la tête. Je vous le déconseille, ajouta-t-il. Je souhaite vous emmener saine et sauve jusqu'à votre destination. Mais personne n'attaque un capitaine sur son navire sans en payer durement le prix. C'est la loi. La loi? Le kidnapping est illégal. Ce n'est pas un kidnapping, c'est la volonté de votre père. Et vous n'êtes pas assez âgé pour vous y opposer. En tout cas, pas dans ce genre de situation. Alors, mieux vaut vous résigner. Il n'avait pas mentionné Glim, et elle redoutait de poser la question. Elle déplia ses doigts. Très bien. Suis-je libre de me déplacer sur le navire? De façon raisonnable. D'accord, dans ce cas, j'y vais. Elle passa devant lui pour emprunter les 3 couloirs et monter les marches menant au pont. Au-dessus d'elle, les voiles se gonflaient et claquaient sous la force du vent puissant qui soufflait de la côte depuis le début de la soirée. La proue traçait dans la mer un sillon teinté d'argent et de bronze par les 2 grandes lunes dans le ciel. L'espace d'un instant, la peur et le désarroi d'Anaïg cédèrent la place à une joie soudaine devant la beauté de la vue et l'aventure qu'elle semblait promettre. Traverser les mers pour rejoindre l'Empire était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Le dernier, le meilleur et presque le seul des cadeaux de son père. Elle s'approcha du bastingage et s'y agrippa pour contempler les vagues. Ils se dirigeaient vers le sud pour quitter la baie, après quoi ils iraient vers l'ouest, le long des mangroves du Marais Noir, jusqu'à la mer de Taupas. De là, ils mettraient le cap vers le nord. Ou alors, elle pouvait se jeter à l'eau et nager vers ce qu'elle pensait être l'ouest, braver les drakes de mer et, si la fortune lui souriait, rejoindre la terre. Mais le temps qu'elle atteigne l'île Motte, il serait trop tard. La cité volante, ou quelle que soit cette chose, était censée arriver au matin. Cela dit... « Retiens ton souffle » murmura quelqu'un dans son dos. Elle fut soulevée, se sentit chuter, et en un clin d'œil se retrouva à demi assommée et trempée. Elle tenta de remplir ses poumons et griffa son ravisseur pour essayer de lui échapper. Mais une main puissante se plaqua sur son nez et sa bouche avant qu'elle ne puisse crier. Et d'un seul coup, la mer l'engloutit. Anaïg sentit qu'elle se déplaçait sous la surface au rythme de puissantes pulsations. Elle savait qu'elle ne devait pas respirer, mais au bout d'un moment, elle se sentit obligée d'essayer, d'aspirer quelque chose, n'importe quoi pour assouvir ce besoin vital. Mais elle n'aurait pas pu, même si elle l'avait voulu. Elle reprit conscience dans un sifflement d'air et entendit une voix à son oreille. « Ne fais pas un bruit, nous sommes derrière eux. Mais un œil exercé pourrait nous repérer. »« Glim !»« Oui. »« Tu es venu pour me sauver ou pour me tuer ?»« Je n'en suis pas certain moi-même, » dit-il. « Le capitaine a mentionné des drakes de mer. »« C'est un risque, » admit-il. « Alors, voilà ce que nous allons faire. Tu vas t'accrocher fermement à mes épaules. Ne bats pas des jambes et n'essaye pas de m'aider. Laisse-moi nager pour nous deux. Essaie de garder la tête sous l'eau si tu peux, mais je resterai suffisamment près de la surface pour que tu puisses respirer de temps à autre. D'accord ? Compris. Alors on y va. » Glim commença à s'activer dans l'eau, et après avoir trouvé son rythme en tenant compte de l'humaine sur son dos, il se mit à avancer à une allure soutenue, presque sans à-coups. Sur Terre, Glim était fort, mais ici il semblait vraiment puissant, tel un crocodile ou un dauphin. Après quelques instants de panique, Anaïg s'assura de faire osciller sa tête en rythme avec lui, et commença même à apprécier le voyage. Elle n'avait jamais été bonne nageuse, et la mer lui avait toujours paru hostile. Mais à présent, elle avait presque l'impression d'en faire partie. C'est à ce moment-là, tandis que ses peurs se dissipaient peu à peu, que Glim roula sur lui-même et tourna si brusquement qu'elle faillit perdre prise.
La cadence fut interrompue. Anaïg avala de l'eau et réussit de justesse à remplir ses poumons. Puis l'eau elle-même parut chercher à la frapper. Glim allait plus vite que jamais, en zigzagant et en tournoyant sur lui-même, sans laisser à sa compagne la moindre chance de respirer. Une nouvelle fois, un tourbillon fut sur le point de les aspirer. Comme il faisait demi-tour, elle aperçut une immense forme noire au milieu des reflets de lune sur les vagues. Quelque chose de semblable à un crocodile avec des nageoires à la place des pattes. Et beaucoup plus gros. Glim plongea plus profondément et les poumons d'Anaïg se remirent à hurler. Puis, de façon tout aussi soudaine, il fit volte-face et, un instant plus tard, ils jaillirent hors des flots. Le gaz noir dans sa poitrine trouva une porte de sortie et une goulée bienfaisante vint gonfler ses poumons, avant qu'il ne frappe une nouvelle fois la surface argentée. Une douleur intense lui déchira la jambe et Glim reprit sa danse folle. Puis quelque chose racla son bras et elle expira des bulles en hurlant, tandis que ses doigts lâchaient prise. C'est à cet instant qu'ils s'arrêtèrent et que Glim la hissa hors de l'eau. Il s'assit sur quelque chose de dur et elle s'affaissa sur place, haletante, des larmes de douleur s'échappant de ses yeux. « Est-ce que ça va ?» voulut savoir son compagnon. Elle tâta sa jambe. Lorsqu'elle retira sa main, celle-ci était gluante. « Je crois que j'ai été mordue, » dit-elle. « Non, » répondit Glim en s'agenouillant pour l'examiner. « Si c'était le cas, tu n'aurais plus de jambes. Tu as dû frotter contre les récifs. » Les récifs ? Elle se frotta les yeux et regarda autour d'elle. Il n'avait pas rejoint la terre ferme, en tout cas pas le continent. Il se trouvait en fait sur un minuscule îlot qui ne dépassait des flots que de quelques pieds. À marée haute, il était sans aucun doute submergé. « Elle est trop grosse pour nous suivre jusqu'ici, » affirma Glim. « On dirait bien que le capitaine ne plaisantait pas en parlant des drakes de mer. » Apparemment pas. Bon, dorénavant on n'aura plus à s'inquiéter que des requins. Certes, mais je saigne. Réussit à plaisanter Anaïg. Ouais, ça nous évitera de trop nous ennuyer sur les 800 derniers mètres. Même s'il y avait des requins alentour, ils ne devaient pas aimer le sang de Breton, car les deux amis rejoignirent le rivage sans incident. Si on pouvait parler de rivage. Il s'agissait plutôt d'un mur quasiment impénétrable de palétuviers, accroupis dans l'eau tels des milliers d'araignées géantes aux pattes entremêlées. Anaïg fut satisfaite de sa métaphore jusqu'à ce qu'elle se souvienne l'avoir déjà entendue dans un conte argonien, qui prétendait que c'était exactement ce que les palétuviers avaient autrefois été, avant de subir le courroux des Istes, durant une altercation, et d'être ainsi transformés. Glim réussit à dégoter un chemin au milieu des entrelacs de branches pour rejoindre les ruines d'une route surélevée qui coulait lentement dans la vase. Quelle distance d'ici à l'île Motte, d'après toi ? 15 de kilomètres, je dirais, répondit Glim. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'y retourner. Mon père est là-bas, Glim. Et ta famille également. Je ne crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit pour eux. Qu'est-ce qui se passe ? Tu le sais ? Je crois que l'arbre de la cité s'est isolé, comme il l'avait déjà fait dans les temps anciens. Beaucoup de gens affirment que celui-ci a poussé depuis un unique fragment de la racine ayant survécu à la mort des anciens, et il y a plus de 300 ans. Isolé ? Comment ça ? Il ne nous parle plus. Uniquement aux Alxilil et aux êtres sauvages. Mais je pense qu'il doit communiquer avec cette chose qui arrive depuis la mer. Ça n'a aucun sens. Seulement parce que nous ne savons pas tout. Alors tu penses qu'on devrait simplement abandonner la ville ? Il fit son imitation de haussement d'épaule humain. Tu sais que je ne peux pas, ajouta Anaïg. Je sais que tu as envie de jouer les héros comme ces gens dans tes livres, comme Atrébus Médée et Martin Septime. Mais regarde-nous. Même si nous savions nous battre,
Ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes pas armés. Nous ne pouvons pas faire face à une telle situation. Nous pouvons avertir la population. Comment? Si les prédictions sont justes, l'île volante atteindra l'île Motte avant nous, avec plusieurs heures d'avance. Elle baissa la tête. Tu as raison. Je sais. Elle visualisa l'image de son père pendant quelques instants. Mais nous ignorons ce qui va se passer. Nous pourrions quand même être en mesure de les aider. Attends une minute, le coupa Anaïg. Attends. Elle arrive depuis le sud, c'est bien ça? Oh non. Il faut trouver un point d'observation en hauteur. On doit voir où elle est. Non, je ne pense pas qu'on doive faire ça. Elle lui jeta un regard et il soupira. Je viens tout juste de te secourir. Tu es vraiment décidé à mourir ou quoi? Tu sais bien que non. D'accord. Je crois que je connais le bon endroit. L'endroit en question était un promontoire rocheux qui s'élevait à plus de 30 mètres au-dessus de la jungle. Bien qu'il paraisse impossible à escalader, Glim conduisit sa compagne sans problème jusqu'à l'entrée d'une caverne ouverte à la base de rochers calcaires. À l'intérieur, le sol ne cessait de grimper et, à certains endroits, des escaliers avaient été sculptés dans la pierre. Le passage était décoré de peintures en partie effacées, évoquant des serpents enroulés sur eux-mêmes, des éclosions de fleurs et d'autres formes nettement moins reconnaissables. De temps à autre, une galerie latérale accueillait d'étranges sculptures rocheuses de silhouettes moitié arbre, moitié argonien. « Je devine que tu es déjà venu ici ?» demanda Naïg. « Oui, » répondit Glim. Mais il ne fit pas d'autres commentaires, même après qu'elle eut laissé entendre qu'une explication était attendue. Du rose teintait les cieux à l'est lorsqu'ils arrivèrent en haut du dernier escalier pour s'avancer sur le sommet couvert de mousse et de fougères. Un silence onirique flottait sur les lieux. Soudain, tout semblait à l'envers. Impossible. Que faisait-il ici à poursuivre ce fantasme? Il ne se passait rien. Rien n'arrivait jamais ici. Gjout, souffla Glim à l'instant où une ligne de lumière solaire embrasait la baie. Elle eut d'abord l'impression de voir une immense méduse au corps noir et massif traînant derrière elle des centaines de fins tentacules scintillants. Puis elle distingua plutôt une montagne arrachée à sa base et retournée sur elle-même. Sa masse incroyable, sa taille terrifiante. Elle s'était imaginé un cône parfait, mais il y avait là des crevasses et des failles, des angles saillants, laissés intacts par les éléments, comme si le tout avait été arraché à la terre la veille. Le sommet semblait aussi plat que le promontoire sur lequel il se trouvait, mais on y discernait des formes, tours et arches. Le plus étrange était une longue frange tombante, accrochée à la bordure supérieure à la manière d'un immense collier de dentelle, mais déformée par le vent, puis figée dans cet état désordonné. La chose était toujours au sud et légèrement à l'ouest de leur emplacement. Mais la direction qu'elle prenait était claire. Anaïg l'observait, figé, incapable de savoir comment réagir. Un léger bruit rompit le silence, une sorte de murmure indistinct, de bourdonnement. Anaïg farfouilla dans les poches de sa robe, en tira une fiole marquée d'un dessin en forme d'oreille et but une gorgée. Le bourdonnement s'affina pour se changer non en une voix, mais en une multitude. Des cris vagues et incompréhensibles, des hurlements impies de douleur et de peur, des babillages dans des langues qu'elle ne connaissait pas. Elle eut l'impression de sentir des scorpions lui dévaler l'échine. Qu'est-ce? Elle se concentra sur la jungle en dessous de l'île, l'endroit dont les sons semblaient provenir, mais elle ne vit rien au-delà des brumes matinales, de la distance et de l'épaisse végétation. Elle reporta alors son attention sur l'île et les mèches scintillantes qu'elle traînait avec elle. Elle évoquait de la soie d'araignée qu'on aurait tissée à partir de la foudre,
certaines plus lumineuses que d'autres. Anaïg réalisa qu'elle n'évoluait pas dans le sillage de l'île, mais tombait depuis le centre de sa base. Elle s'enfonçait parmi les arbres, puis s'illuminait sous l'effet d'un flash aveuglant, avant de se rétracter dans le ventre de l'île. Quand certaines s'élevaient, d'autres descendaient, justifiant ainsi l'impression qu'avait eue Anaïg de voir une traîne ininterrompue dans le sillage de la roche flottante. Quelque chose de plus sombre se déplaçait au milieu des mèches lumineuses. Des essaims de créatures. Il aurait pu s'agir de frelons ou d'abeilles, mais, étant donné la distance, cela aurait voulu dire qu'elles étaient gigantesques. Émergeaient des parois de pierre pour fondre vers la jungle en contrebas. Mais au niveau d'une ligne invisible, à quelques dizaines de mètres sous l'île, il se dissolvait soudain en volutes de fumée noire, puis disparaissait au milieu des feuillages. À l'inverse des tentacules, il ne réapparaissait pas. « Glim !» murmura Anaïg. En se tournant, elle le vit qui redescendait les escaliers. Seule sa tête était encore visible. « Non, Glim, j'ai changé d'avis !» dit-elle en évitant de parler fort malgré la distance. « Nous allons attendre qu'elle soit passée. » Ça émet un truc. Le crâne de Glim disparut. Saisie d'une nouvelle terreur, elle se précipita à sa suite. Elle le rattrapa sans difficulté. Il ne se déplaçait pas vite. Mais lorsqu'elle s'approcha, elle vit que ses yeux étaient étrangement vides. « Glim, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je repars pour recommencer, » murmura-t-il vaguement. C'est du moins ce qu'elle crut qu'il disait, car il s'exprimait en djinn, une langue profondément ambitieuse. Il aurait pu dire « je retourne naître », ou 10 autres variantes qui ne voulaient rien dire. « Il y a quelque chose qui cloche, » dit-elle. « Qu'est-ce que c'est ?»« Retournez, » dit-il. Il continuait à marcher. L'espace d'une dizaine de pas, elle le regarda partir, en essayant de comprendre. Puis elle prit conscience qu'elle n'en avait pas le temps, car les hurlements et les cris se trouvaient en contrebas désormais, résonnant à travers les cavernes. Quoi qu'aient pu être ces choses, elles arrivaient. Elle rattrapa son ami et le chatouilla sous la mâchoire. Lorsque sa bouche s'ouvrit par réflexe, un phénomène qui n'avait eu de cesse de la faire rire durant leur enfance, elle y versa le contenu d'une fiole. Glim referma la bouche en toussant. Elle but sa propre dose. Cela lui fit l'impression d'un bâton de fer glacé enfoncé de force dans son œsophage, et elle fut prise d'une violente quinte de toux. Le monde se mit à tourner sur lui-même. Non, ce n'était pas le monde, c'était elle. Glim et elle étaient sortis de la caverne à 3 puis 6 mètres au-dessus du sommet, en tourbillonnant follement. Elle s'agita, tenta de lui agripper la main, avant qu'ils ne dérivent trop loin l'un de l'autre, et réussit finalement à le saisir par le poignet. Cela les stabilisa quelque peu, ce qui était une bonne chose. Mais ils gagnaient désormais en vitesse et filaient droit vers l'île flottante. « Tourne !» cria-t-elle. Mais cela ne changea rien. Comme la pierre se rapprochait de plus en plus, Anaïg tenta désespérément d'imaginer une autre destination. Sa maison, la maison de son père, là-bas à l'île Motte. Leur trajectoire changea. Légèrement d'abord, puis un peu plus. Mais à ce moment-là, Glim émit un grognement et tenta de se libérer, et ils furent brusquement de nouveau tirés vers la chose dans le ciel. Anaïg sentit sa prise faiblir, et elle sut que, même si elle parvenait à changer de cap, elle perdrait Glim. Il voulait redescendre à terre, mais plus encore, il voulait rejoindre cette chose. Alors elle sélectionna la crevasse la plus profonde et se concentra dessus. Le vent se changea en tonnerre à ses oreilles. Glim parut se laisser aller, et ils gagnèrent en vitesse.
Anaïg eut l'impression que quelque chose la traversait, comme si elle était passée à l'intérieur d'un tamis, sans être réduite en pièces. Puis cela aussi fut derrière eux. Des murailles de pierre noire se refermèrent sur elle, comme une immense cape, et elle sentit à nouveau son poids, en même temps que le monde reprenait prise sur elle.